J'ai gagné 150 € au loto et je suis rentrée pour lui faire la surprise de sa vie, mais je l'ai entendu dire à sa maîtresse au téléphone, maintenant qu'elle est riche, on la quitte et on prend tout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti! L'air tiède de la fin d'après-midi à Nantes caressait mon visage à travers la vitre baissée de ma vieille Twingo. Une douceur ironique, un calme plat avant la tempête qui allait dévaster ma vie. C'était une de ces journées de fin de printemps où la lumière dorée s'attarde, donnant aux façades en tuffeau de la ville des allures de carte postale. Pour n'importe qui d'autre, c'était un vendredi ordinaire. Pour moi, c'était le jour de la résurrection. Dans mon sac à main, posé sur le siège passager comme une relique sacrée, le chèque symbolique de 150 millions d'euros semblait irradier une chaleur palpable. 150 millions. J'avais répété ce chiffre dans ma tête une centaine de fois depuis que j'avais quitté les bureaux de la Loterie nationale, et il me paraissait toujours aussi irréel, aussi vertigineux. C'était un chiffre qui appartenait à un autre monde, pas à celui d'une infirmière vétérinaire de 35 ans habituée à compter chaque centime. Mes mains tremblaient encore légèrement sur le volant. Le cœur battant la chamade, j'avais regardé mon téléphone en sortant du bâtiment officiel. Un appel manqué de Thibaut, mon mari. Un sourire tendre s'était dessiné sur mes lèvres. Non, je n'allais pas le rappeler. Cette nouvelle-là ne se donnait pas par téléphone. Elle se partageait les yeux dans les yeux. Je voulais voir son visage, capturer l'instant précis où le poids de 10 années de soucis s'envolerait de ses épaules. Je voulais graver dans ma mémoire son expression quand je lui dirais que nos soucis étaient terminés. Fini, les nuits blanches à s'inquiéter des factures. Fini, les dettes accumulées par ces projets d'entrepreneurs qui ne décollaient jamais mais dans lesquels je continuais de croire. Fini, notre petit appartement en location aux murs si fins qu'on entendait les voisins respirer. Dans ma tête, je construisais déjà notre avenir, une maison avec un grand jardin pour les chiens que nous avions toujours voulu adopter, un atelier pour qu'ils puissent enfin se lancer sans la pression de l'échec, des voyages, la liberté. Un endroit où notre amour, que je croyais inébranlable, pourrait enfin s'épanouir, loin des tracas financiers qui l'avaient tant mis à l'épreuve. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Thibaut était assis dans notre salon. L'odeur du café froid flottait dans l'air. Il faisait défiler nonchalamment les actualités sur son téléphone, tuant le temps avant que je ne rentre. C'est alors qu'un titre local a attiré son attention, une simple brève sans importance pour le commun des mortels, le jackpot de 150 millions d'euros à un gagnant, le ticket a été vendu au bureau de tabac, le Havane, en centre-ville de Nantes. Son cœur a manqué un battement. Un hoquet silencieux. Le Havane. Ce n'était pas n'importe quel bureau de tabac. C'était le mien. Mon rituel immuable du vendredi matin, en allant au travail. Une sueur froide a perlé sur son front. Son cerveau s'est mis à tourner à plein régime. Il a ouvert l'application de notes de son téléphone, cherchant fébrilement. Il y a des mois de cela, par une curiosité qu'il avait jugée anodine à l'époque, il avait un jour photographié la grille que je jouais chaque semaine. Toujours la même. Des chiffres qui, pour moi, représentaient des dates précieuses, l'anniversaire de ma mère, Hélène, notre date de mariage, la naissance de notre premier chat, Moustique. Pour lui, ce n'étaient que des chiffres. Mais aujourd'hui, ces chiffres étaient devenus la clé d'un royaume. Il a retrouvé la photo. Il a comparé, le doigt tremblant glissant sur l'écran. Un par un. Ils correspondaient tous. Le sang a afflué à ses oreilles, un bruit sourd et puissant. C'était impossible. Et pourtant. Il a essayé de m'appeler. Directement sur ma messagerie. L'absence de réponse, qui l'aurait normalement agacé, est devenue une confirmation. Elle devait être là-bas, en train de valider le ticket. Le doute s'est envolé, remplacé par une certitude enivrante. Il n'avait pas besoin de ma confirmation. Sa cupidité, tapie dans l'ombre depuis des années, a rugi et a pris le contrôle. Sans une seconde d'hésitation, il a composé le numéro de sa maîtresse. Quand je suis arrivé devant notre immeuble, j'ai pris une profonde inspiration, savourant l'anticipation.
C'était le premier jour du reste de notre vie. J'ai monté les escaliers deux par deux, la clé tournant silencieusement dans la serrure pour ne pas gâcher la surprise. L'odeur familière du bœuf bourguignon que je lui avais appris à cuisiner flottait dans l'air. Un détail qui, en temps normal, m'aurait réchauffé le cœur, mais qui allait devenir le décor d'une tragédie. J'allais l'appeler, un cri de joie sur les lèvres, mais sa voix m'a cloué sur place. Une voix basse, pressée, vibrante d'une excitation que je ne lui connaissais pas. Il était dans le salon, faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Oui, ma chérie, c'est quasi certain. Le journal local vient de l'annoncer, le ticket a été vendu à son tabac. Les numéros correspondent. Elle ne répond pas, elle doit être en route. Écoute, on suit le plan à la lettre. Je vais jouer le mari parfait, la convaincre de tout mettre sur un compte commun. Une fois que c'est fait, on la quitte et on prend tout. Toi et moi à Paris, enfin. Le monde a basculé. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. L'air est devenu irrespirable. Chaque mot était un éclat de verre s'enfonçant dans ma poitrine. Le mari parfait. La quitter. Prendre tout. Dans mon sac, le chèque de 150 millions d'euros n'était plus un billet pour le paradis. C'était une pierre tombale. Celle de mon mariage, de mes rêves, de la femme naïve que j'avais été. Le plan d'acheter une maison avec un jardin venait de mourir, remplacé par la nécessité urgente de construire une forteresse. Je suis resté là, figé dans l'entrée, la main encore sur la poignée de la porte. Mon esprit, pour se protéger de l'onde de choc, a fui le présent. Il s'est réfugié dans le passé, ouvrant la première porte de mon musée personnel des horreurs, la galerie des illusions sur lesquelles j'avais bâti 10 ans de ma vie. Les murs de notre petit appartement semblaient se refermer sur moi, chaque objet, chaque meuble devenant le témoin silencieux de ma crédulité. Je me suis revu à 25 ans, lors de notre rencontre à la bibliothèque de l'université. J'étais en dernière année d'école d'infirmière vétérinaire, le nez plongé dans des livres de parasitologie, tentant d'exister le moins possible. J'étais une jeune femme discrète, presque invisible, portant encore les cicatrices d'une enfance marquée par le divorce fracassant de mes parents. Mon père était parti quand j'avais 6 ans, laissant derrière lui un silence et un vide que ma mère avait tenté de combler avec un amour anxieux et surprotecteur. J'avais grandi avec cette fêlure, cette soif insatiable de stabilité, de l'illusion d'un foyer uni, d'une normalité que je ne voyais que dans les films. J'étais une proie facile, une terre aride prête à accueillir la moindre promesse de pluie. Et puis Thibaut est apparu. Il était en école de commerce, assis à la table d'en face, et il était tout ce que je n'étais pas, charismatique, audacieux, débordant d'une confiance en soi qui me fascinait et m'intimidait à la fois. Il n'a pas flirté avec moi, il m'a conquise. Il m'a vue, il m'a choisie, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie exister aux yeux de quelqu'un. Il n'était pas seulement un amant, il était, dans mon esprit de jeune femme en manque d'amour, un sauveur. Je me souviens d'un soir, au début de notre relation, assis sur un banc face à la Loire, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau sombre. Je lui avais parlé, à demi-mot, de ma peur de l'abandon, de cette sensation d'être une pièce rapportée dans la vie des gens. Il avait pris mon visage entre ses mains, son regard intense plongeant dans le mien. « Léonie », avait-il dit avec une sincérité qui me semblait alors pure comme du cristal, « avec moi, tu ne seras plus jamais seule. Je te construirai une forteresse, un endroit où tu seras en sécurité. Je te promets une vraie famille. Une vraie famille. » Ces mots étaient la clé qui ouvrait toutes les serrures de mon cœur. Il avait compris ma plus grande faiblesse et l'avait transformée en sa plus grande force. Cette promesse est devenue le fondement de notre relation, le dogme auquel je me suis accrochée avec la ferveur d'une croyante. Le jour de notre mariage, sous le porche de la petite mairie de quartier, il avait répété son vœu, en le murmurant à mon oreille pour que moi seule l'entende, « Je ne te laisserai jamais souffrir. » Et je l'avais cru. J'avais cru que son amour était le rempart qui me protégerait de tous les maux du monde. Cette promesse salvatrice est devenue la drogue qui m'a rendue dépendante, l'excuse qui justifiait tout. Quand, à peine 1 an après notre mariage est effondré, emportant avec lui nos premières économies, il m'a dit, ce qu'il gérait depuis notre salon juste un contretemps, mon amour. La forteresse est encore en construction. Et j'ai hoché la tête, j'ai fait des heures supplémentaires à la clinique pour combler le trou dans notre budget,
me répétant que les grands bâtisseurs rencontrent toujours des obstacles. Quand il a décidé d'investir dans une crypto-monnaie obscure dont un ami, lui je me souviens des cartons de t-shirts invendus qui ont encombré notre chambre pendant des mois, comme des petits cercueils de ses ambitions déçues. Appuie-Svent IT eut l'épisode de la crypto-monnaie. Une été vidé de son école de commerce, il m'a parlé d'un jeton obscur qui allait exploser. Il y a mis le peu que nous avions reconstitué. J'avais exprimé des doutes, mais il m'avait balayé d'un revers de main confiant. Parfois, il faut prendre des risques pour construire quelque chose de grand. C'est pour nous, pour notre avenir. Le jeton n'a pas explosé, il a implosé. Notre compte en banque a de nouveau été vidé. Ce soir-là, il m'a serré dans ses bras en me disant à quel point il était désolé, étecte avec des plans dessinés sur du sable. Je réalisais maintenant, debout dans ce couloir froid, que la forteresse qu'il me promettait n'avait jamais été pour moi. C'était une cage dorée dont j'étais la gardienne et la prisonnière. J'étais la fondation silencieuse sur laquelle il construisait ses rêves égoïstes. Il ne m'avait pas sauvé d'une vie de solitude, il m'avait enfermé dans une solitude à deux, bi et invisible et un plus cruel. La « vraie famille » qu'il m'avait promise n'était qu'un slogan marketing pour me vendre une vie de servitude. Et j'avais tout acheté, sans jamais lire les petites lignes du contrat. La douleur qui m'a transpercée à cet instant n'était pas seulement celle de la trahison, mais celle, bien plus profonde, de ma propre complicité dans mon malheur. J'avais tellement voulu croire au conte de fées que j'avais ignoré tous les signes qui montraient que le prince charmant n'était qu'un loup déguisé. Le souvenir le plus douloureux, la pièce m'a déguisé en agneau. Partie 1.3, le musée de la douleur, pièce 2, le prix de la confiance, environ 1200 au téléphone avait sonné au milieu de la nuit, une de ces sonneries stridentes qui annoncent toujours le malheur. C'était mon ONCL, il n'a pas surgi, il m'a submergé, m'entraînant dans ses profondeurs glaciales. Ma mère, Hélène, ma mère, Hélène, avait commencé à se plaindre d'une fatigue persistante et de douleurs diffuses. Elle, qui avait toujours été un roc, semblait s'effriter de jour en jour. Après des semaines d'examen, le téléphone avait sonné au milieu de la nuit, une de ces sonneries stridentes qui annoncent toujours le malheur. C'était mon oncle. Ma mère était pas entièrement couverte par la sécurité sociale et les frais annexes le logement sur place, les trains du pancréas, sport étaient exorbitants. À cette époque effondrée. J'ai passé les jours suivants dans ces brouillards de chagrin et d'impuissance, naviguant entre l'hôpital et notre appartement. Mais ainsi à mettre de côté une petite somme, environ l'Institut Curie à 20 000 €. C'était le fruit de qui, bien que contraignant, montrait des résultats prometteurs sur des cas similaires. Le problème, comme toujours, était l'argent. Le traitement n'était pas entièrement couvert par la sécurité sociale et les frais annexes le logement sur place pour moi, les transports, la perte de salaire mère n'avaient pas de prix. J'en ai parlé à force de travail acharné, et à Thibaut ce soir-là. Je m'attendais à son soutien inconditionnel. Après tout, il aimait ma mère, ou du moins, il avait toujours prétendu l'aimer. Il l'appelait « maman », sécurité, notre seul rempart contre les imprévus pointait des fleurs. Mais le visage qu'il m'a montré ce soir-là n'était pas celui du gendre aimant. C'était celui d'un comte n'y avait même pas de décision à prendre. Il table froid. Nous étions dans la cuisine. Je lui ai exposé la situation, la voix tremblante d'angoisse et d'urgence. Il a écouté en silence, le front plissé. Puis, il a posé ses couverts. Léonie, a-t-il commencé avec ce ton calme et raisonnable qu'il utilisait pour me manipuler, je comprends que tu sois bouleversée. Mais nous devons réfléchir. 20 000 €, c'est tout ce que nous avons. Et ta voiture, c'est ton outil de travail. Mais c'est ma mère, Thibaut, ai-je presque crié. On parle de sa vie. C'est là qu'il a sorti le grand jeu. Il ne s'est pas opposé frontalement. C'eût été trop grossier. Non, il a été bien plus subtil. Il s'est levé, m'a prise dans ses bras, caressant mes cheveux. Sa voix était un murmure doux et persuasif. Chérie, bien sûr que c'est ta mère. Et je l'aime comme la mienne. C'est justement parce que je veux le meilleur pour elle que je te dis ça. Il a marqué une pause, laissant ces mots s'infuser en moi. Le projet sur lequel je travaille, celui de l'application de livraison éco-responsable. J'ai rencontré des investisseurs. C'est du solide cette fois.
Ils sont prêts à mettre le double de ce que nous avons. Dans 3 mois, 6 tout au plus, nous n'aurons plus 20 000, mais peut-être 100 000 euros. Imagine ce qu'on pourrait faire pour ta mère avec ça. On pourrait lui payer non seulement le traitement, mais une infirmière à domicile, le meilleur confort possible. Il a pris mon visage entre ses mains, comme il l'avait fait des années auparavant sur ce banc au bord de la Loire. Fais-moi confiance, Léonie. Je sais que tu aimes ta mère. Mais s'il te plaît, crois en moi. Crois en nous. Laisse-moi faire ça pour elle, pour nous. N'agissons pas dans la précipitation. Le traitement de base est bon, laissons-le commencer. Et moi, je te promets que je vais transformer cet argent en un véritable espoir. Il a transformé son avarice en une promesse de salut. Il a fait de mon amour filial un levier pour son ambition personnelle. Et moi, épuisé par l'angoisse, désespérément en quête d'une solution miracle, j'ai cédé. J'ai choisi de croire en son rêve plutôt qu'en la dure réalité. J'ai repoussé la vente de la voiture. Nous n'avons pas touché à nos économies. J'ai laissé ma mère suivre le protocole standard, me raccrochant à l'idée que, bientôt, Thibaut allait débloquer la situation. Son projet, bien sûr, a échoué. Les investisseurs se sont révélés être des mirages. L'argent n'est jamais venu. Et ma mère est partie 6 mois plus tard, dans une chambre d'hôpital impersonnelle, sans jamais avoir eu la chance d'essayer ce traitement qui aurait pu, peut-être, tout changer. Le jour de son enterrement, Thibaut m'a tenu la main, des larmes de crocodile coulant sur ses joues, murmurant à quel point il était désolé. Et moi, rongé par la culpabilité, je l'ai laissé me consoler, me persuadant que nous avions fait de notre mieux. Debout dans mon couloir, la voix de mon mari complotant pour me voler résonnait en écho avec ce souvenir. Et j'ai compris. Ce n'était pas une erreur de jugement de sa part. C'était un choix. Il avait sciemment pesé la vie de ma mère contre son petit projet minable, et il avait choisi son projet. Le prix de ma confiance n'était pas seulement de l'argent. Le prix de ma confiance, c'était la vie de ma mère. Et cette dette-là, il n'y avait pas assez d'argent dans le monde pour la rembourser. Une rage froide, pure et tranchante comme une lame de glace, a remplacé le chagrin. Les larmes ne sont pas venues. Le choc était trop violent, la trahison trop profonde. C'était comme si mon cœur avait été plongé dans l'azote liquide, gelé sur place. J'ai reculé, pas à pas, sortant de l'appartement aussi silencieusement que j'y étais rentré. Chaque pas était lourd, comme si je marchais au fond de l'océan. Une fois dans la cage d'escalier, j'ai descendu les marches en pilote automatique, ma main glissant sur la rampe froide. Dehors, l'air frais de la nuit m'a giflé, mais je ne sentais rien. Je suis monté dans ma Twingo, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit sans but, les lumières de la ville défilant devant mes yeux comme des traînées de peinture abstraite. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. J'étais vide. Finalement, je me suis garé sur le parking d'un petit hôtel de chaîne en périphérie de la ville. J'ai payé la chambre en liquide et je me suis enfermé à double tour. La chambre était impersonnelle, sentant le désinfectant et la solitude. C'était parfait. Je me suis assise sur le lit, le chèque toujours dans mon sac, un artefact d'une autre vie, celle qui s'était terminée il y a 1 heure à peine. Puis, j'ai fait la seule chose qui me semblait logique. J'ai appelé Maëlle. Ma meilleure amie, ma collègue à la clinique, mon ancre dans la réalité. Elle a décroché à la 2e sonnerie, sa voix ensommeillée. Léonie? Il est presque minuit, tout va bien? Ma voix est sortie, rauque, brisée. Maëlle, j'ai besoin de toi. Et j'ai tout raconté. Le ticket, la nouvelle locale, la conversation entendue. Les mots se bousculaient, un torrent de douleur et d'horreur. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. Pas un silence gêné, mais un silence lourd, dense, rempli d'une fureur contenue. Puis, elle a parlé, et sa voix n'était plus ensommeillée. Elle était tranchante comme un scalpel. Ce salaud. Ce manipulateur narcissique. Léonie, écoute-moi attentivement. J'ai reniflé, tenant le téléphone comme une bouée de sauvetage. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas naïve, tu as espéré. Tu as essayé de construire une famille avec les morceaux brisés qu'il te donnait.
Tu as arrosé une plante en plastique pendant 10 ans en espérant qu'elle fleurisse. Mais maintenant, la serre a brûlé. Et c'est à toi de sortir des décombres. Et je vais t'aider. Ces mots étaient un baume sur une plaie à vif. Elle ne m'a pas jugé. Elle a validé ma douleur et a immédiatement transformé mon désespoir en un plan d'action. D'accord, a-t-elle continué, la première chose, la plus importante, ce chèque. Demain, à la première heure, tu vas à la banque. Pas la tienne et celle de ce connard. Une autre. Une grande banque privée. Tu ouvres un compte à ton seul nom. Tu déposes l'argent. Personne, et surtout pas lui, ne doit savoir. Compris ? Compris, ai-je murmuré, une lueur de détermination commençant à percer les ténèbres. Bien. Deuxième chose. Tu as besoin d'un avocat. Pas un avocat de quartier pour les divorces à l'amiable. Tu as besoin d'un requin. Un pitbull. Je vais me renseigner. Laisse-moi faire. Et je fais quoi, Maëlle ? Je ne peux pas rentrer à la maison. Non, tu ne rentres pas. Reste à l'hôtel. Demain, tu appelles la clinique et tu te mets en arrêt maladie. Dis que tu as une grippe carabinée. Pendant ce temps, moi, je vais travailler sur l'avocat. Et toi, Léonie, tu vas respirer. Tu vas pleurer si tu en as besoin, tu vas crier dans un oreiller, mais surtout, tu vas commencer à te rappeler qui tu étais avant lui. Tu m'entends ? Oui. On va le détruire, Léo. Pas par vengeance. Par justice. Après avoir raccroché, je me suis laissé tomber en arrière sur le lit. Pour la première fois depuis des heures, je me sentais un peu moins seule. La route allait être longue et douloureuse, mais je n'étais plus à la dérive. J'avais un cap. Le lendemain matin, suivant les instructions de Maëlle, j'ai agi avec une précision chirurgicale. J'ai trouvé une grande banque dans un quartier chic, j'ai ouvert un compte de gestion de fortune, et j'ai vu le regard du conseiller changer quand j'ai sorti le chèque. Pour la première fois, la réalité de l'argent m'a frappé. Ce n'était plus un rêve. C'était une arme. Et j'allais apprendre à m'en servir. Le plus dur n'était pas de déposer le chèque ou d'appeler la clinique pour me mettre en arrêt. Le plus dur, ce fut de retourner dans l'arène, de rentrer à la maison et de faire face au lion en prétendant que je ne savais pas qu'il prévoyait de me dévorer. Je suis rentrée le lendemain soir. J'avais passé la journée à errer dans la ville, à m'asseoir dans des cafés sans rien consommer, à essayer de construire une armure autour de mon cœur brisé. Quand j'ai franchi la porte, Thibaut était dans le salon. Il s'est levé d'un bond, son visage affichant une inquiétude parfaitement simulée. « Mon amour. Enfin, te voilà. » J'étais mort d'inquiétude, tu ne répondais pas à mes appels. Où étais-tu passé ? Il m'a prise dans ses bras. Son étreinte, qui m'avait si souvent réconfortée, me semblait maintenant être celle d'un serpent. J'ai dû puiser au plus profond de moi pour ne pas le repousser avec dégoût. Désolée, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement détachée à mes propres oreilles. J'étais épuisée, j'avais mal à la tête. J'ai coupé mon téléphone et je suis allée me promener au bord de l'Erdre pour prendre l'air. C'était un mensonge plausible. Il a semblé l'accepter. Les jours qui ont suivi ont été un chef-d'œuvre de duplicité, un ballet tendu de mensonges et de faux-semblants. Je devais jouer le rôle de ma vie, celui de la femme aimante et un peu naïve, tout en observant chacun de ses mouvements, en analysant chacune de ses paroles. Mon dialogue intérieur était un champ de bataille. Souris, Léonie. Hoche la tête. Fais semblant de trouver sa blague drôle. Ne le laisse pas voir la haine dans tes yeux. Chaque sourire est une manœuvre stratégique. Chaque baiser sur la joue est un acte de guerre. Lui, de son côté, jouait le rôle du mari parfait avec une aisance déconcertante. Il me préparait mes plats préférés, me faisait couler des bains, me demandait constamment si j'allais bien. C'était écœurant. Il me couvait, non pas par amour, bu par avidité. J'étais son investissement, sa poule aux œufs d'or, et il voulait s'assurer que rien n'arrive à son précieux capital avant qu'il ne puisse mettre la main dessus. La conversation qui l'attendait est arrivée 3 jours plus tard. Nous étions en train de dîner. Il a posé sa fourchette, a pris ma main par-dessus la table et m'a regardé avec des yeux remplis d'une fausse sincérité. « Chérie, a-t-il commencé, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps.
Nous avons traversé des moments difficiles, financièrement. Et je me sens tellement coupable que tout le poids repose sur tes épaules. Il a marqué une pause, attendant que je le rassure, comme je l'avais toujours fait. J'ai gardé le silence, le forçant à continuer. J'ai eu une idée, a-t-il poursuivi, un peu décontenancé par mon manque de réaction. Je pense qu'il est temps que nous unissions vraiment nos forces. Que nous arrêtions de penser en termes de « ton argent » et « mon argent ». Nous devrions ouvrir un nouveau compte joint. Un compte d'investissement. On y mettrait toutes nos économies, et tout ce qui pourrait arriver de bien dans le futur. Pour construire notre avenir, ensemble. Qu'en penses-tu? Le voilà. Le piège. Tendu avec un ruban de bons sentiments. L'ancien moi aurait applaudi, ému par sa soudaine prise de conscience. Le nouveau moi voyait clairement la mâchoire du loup se refermer. J'ai fait semblant de réfléchir, le regard perdu dans le vague. Ne sois pas trop enthousiaste, pas trop méfiante. Sois la Léonie qu'il connaît. Un compte commun? Ai-je répété lentement. Oui, c'est une bonne idée, Thibaut. C'est vrai, nous devons penser à notre avenir. J'ai levé les yeux vers lui et je lui ai offert un petit sourire fragile. Laisse-moi juste un peu de temps pour y penser, pour regarder les options. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Il a souri, visiblement satisfait. Il pensait que j'étais simplement prudente, comme d'habitude. Il ne savait pas que chaque seconde que je gagnais était une seconde que je passais à affûter mes armes. Ce soir-là, en m'endormant à côté de lui, sentant sa chaleur, je me suis sentie plus seule que jamais. Je vivais avec l'ennemi. Et la partie ne faisait que commencer. Pendant que je jouais la comédie à la maison, Maëlle tenait sa promesse. Le lendemain de mon retour, elle m'a envoyé un texto laconique, Maître Antoine Dubois. Spécialiste des divorces complexes et du droit patrimonial. Le meilleur. Et le plus cher. Rendez-vous pris pour toi demain à 15h. Le cabinet de Maître Dubois était situé au dernier étage d'une tour de verre dans le quartier des Affaires de Nantes. Tout y était conçu pour intimider, le mobilier design, les œuvres d'art contemporain, le silence feutré. Maître Dubois lui-même était à l'image de son cabinet. La cinquantaine, un costume impeccable, un regard gris qui semblait analyser vos failles. Il n'offrait ni chaleur, ni compassion. Il offrait de l'efficacité. Et à ce moment précis, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis assise en face de son immense bureau et j'ai raconté mon histoire. Pas la version émotionnelle que j'avais donnée à Maëlle, mais une version factuelle, presque clinique. Le mariage, les projets ratés de mon mari, le sacrifice de l'héritage de ma mère, et enfin, le ticket de loterie et la conversation surprise. Il m'a écouté sans prendre une seule note, ses doigts fins joints devant lui. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis, il a parlé d'une voix calme et précise. Madame, l'aspect émotionnel de votre situation est tragique, mais il n'a que peu de valeur devant un tribunal. Ce qui compte, ce sont les faits et les preuves. Votre mari a un historique de gestion financière que l'on pourrait qualifier, au mieux, d'imprudente. Au pire, de parasitaire. Ce mot, parasitaire, a résonné en moi. C'était exactement ça. Le ticket de loterie est à votre nom, a-t-il continué. L'argent est sur un compte à votre nom. Sur ce point, vous êtes protégé. Cependant, vous êtes marié sous le régime de la communauté. Il pourrait argumenter que les gains doivent être partagés. Notre travail sera de prouver qu'il a, par ses actions passées et présentes, rompu le contrat de confiance et de soutien mutuel qui est le fondement du mariage. Que dois-je faire, ai-je demandé. Pour l'instant, absolument rien. Vous continuez votre comédie. Vous lui faites croire que vous envisagez sérieusement ce compte joint. Nous avons besoin qu'il commette une faute. Une faute tangible, prouvable. C'est là que je lui ai parlé de mes doutes, des voyages d'affaires impromptus, de son téléphone verrouillé. Le visage de Maître Dubois est resté impassible. C'est une piste. La faute la plus classique et la plus efficace dans une procédure de divorce est l'adultère. Mais il nous faut plus que des soupçons. Il nous faut des preuves. Il a attrapé un stylo et a noté un nom sur un morceau de papier. C'est le nom d'un détective privé.
Discret et très efficace. Contactez-le. Dites-lui que vous venez de ma part. Je veux un rapport complet sur l'emploi du temps de votre mari, ses contacts, ses dépenses. Chaque café bu avec une autre femme, chaque retrait d'argent suspect. Tout. J'ai pris le papier. La forteresse que je construisais avait désormais des remparts et des espions. Le détective, un ancien gendarme du nom de Morel, a commencé son travail le jour même. Les premiers jours n'ont rien donné de concluant. Thibault était prudent. Mais au bout d'une semaine, l'appel est arrivé. Madame, a dit la voix grave de Morel, nous avons quelque chose. Votre mari a une routine. 2 fois par semaine, il se rend dans un petit immeuble du centre-ville. Il y reste environ 2 heures. L'appartement est au nom d'une certaine Garance Lefebvre. Mais ce n'est pas tout. J'ai fait des recherches sur les finances de votre mari. Il y a 1 mois, il a contracté un prêt à la consommation de 20 000 € auprès d'un organisme de crédit en ligne. 20 000 €. Le chiffre m'a frappé. C'était la somme que nous avions eue de côté pour ma mère. Le plus intéressant, a continué le détective, c'est que ce prêt a été contracté au nom de vous deux. La demande a été faite en ligne, et selon les documents, elle porte votre signature électronique. Le sang s'est glacé dans mes veines. Il n'avait pas seulement trahi notre lit. Il avait usurpé mon identité. Il m'avait volé, bien avant que je ne gagne à la loterie. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Sa réaction a été froide et satisfaite. Parfait. C'est la faute dont nous avions besoin. La fraude. C'est une arme nucléaire dans une procédure de divorce. Maintenant, madame, nous allons pouvoir passer à l'offensive. La forteresse était prête. Il était temps de préparer le piège. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tapez 1 pour que je sache que vous êtes ici, ou dites-moi depuis quel pays vous regardez l'émission. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai. La découverte de la fraude a tout changé. Ce n'était plus seulement une question de cœur brisé ou de trahison. C'était devenu une affaire criminelle. La rage qui m'habitait s'est transformée en une détermination glaciale. Maître Dubois m'a donné des instructions claires, un scénario à suivre à la lettre. J'étais devenue l'actrice principale d'une pièce dont l'acte final serait la chute de Thibault. Le rapport du détective est arrivé le lendemain, complet et accablant. Des photos de Thibault entrant et sortant de l'immeuble de sa maîtresse, Garance. Des copies des relevés de compte montrant des dépenses extravagantes dans des restaurants de luxe et des boutiques de vêtements pour femmes, toutes payées avec l'argent du prêt frauduleux. Et le clou du spectacle, Morel avait découvert que Thibault et Garance venaient de verser un acompte pour la location d'un appartement luxueux à Paris, un bail qui devait commencer dans 2 mois. Le plan qu'il avait mentionné au téléphone était donc déjà en marche. Ils préparaient leur fuite avec mon argent volé. Il était temps de tendre le piège. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison avec un air abattu, mais différent de d'habitude. Ce n'était plus de la fatigue, c'était de la tristesse. J'avais passé l'après-midi à m'entraîner devant un miroir pour obtenir l'expression juste. Thibault était sur le canapé, absorbé par son téléphone. Il a levé les yeux, à peine intéressé. « Ça va ? T'as une sale tête. » Je me suis assise lourdement dans un fauteuil. J'ai poussé un long soupir. J'ai reçu un appel aujourd'hui. De mon notaire. Son attention a été immédiatement piquée. Il a posé son téléphone. Ton notaire ? Pourquoi ? Tu te souviens de ma grand-tante Odette ? Celle qui vivait en Ardèche ? Il a hoché la tête vaguement. Elle est décédée il y a quelques mois. Apparemment, elle m'a laissé quelque chose dans son testament. Les yeux de Thibault se sont illuminés d'une lueur avide qu'il a tenté de dissimuler sous un air de surprise compatissante. Oh, ma chérie, je suis désolée pour ta tante. Mais, elle t'a laissé quelque chose ? C'est merveilleux. J'ai sorti un mouchoir, faisant semblant d'essuyer une larme. C'était le moment de lancer l'appât. Ce n'est pas grand-chose, ai-je murmuré. Après les taxes et tout le reste, il me restera environ 50 000 €. 50 000 €. J'ai vu le calcul se faire dans ses yeux.
C'était une somme significative, assez pour accélérer ses plans, mais pas assez pour éveiller une méfiance extrême. C'était l'appât parfait. Il s'est levé et est venu s'agenouiller devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Sa performance était digne d'un Oscar. Léonie, mon amour. Je suis si heureux pour toi. Tu le mérites tellement. C'est un signe du destin. J'ai reniflé. Un signe? Mais oui, s'est-il exclamé, son enthousiasme devenant presque incontrôlable. Tu te souviens de l'idée d'investissement dont je te parlais? Un placement immobilier à fort potentiel? Avec cet apport, on peut le faire. C'est notre chance, chérie. La chance que nous attendions. On peut enfin commencer à construire notre avenir. Il parlait de l'appartement parisien de sa maîtresse. Il me demandait de financer sa nouvelle vie avec elle. La nausée m'est montée à la gorge, mais j'ai réussi à la réprimer. J'ai levé les yeux vers lui, un regard rempli d'une fausse admiration. Tu crois? J'en suis sûr, a-t-il affirmé. Pour sceller sa victoire, il a ajouté, écoute. Pour fêter ça, et pour te changer les idées, je t'invite au restaurant. Le meilleur de la ville. On va célébrer notre avenir. Le piège était en place. Il venait de choisir lui-même le lieu de son exécution. J'ai hoché la tête, un sourire tremblant sur les lèvres. D'accord. C'est une excellente idée. En le regardant se diriger vers la cuisine pour chercher une bouteille de vin, le torse bombé, ivre de sa propre réussite, je n'ai ressenti aucune pitié. Seulement le calme froid d'un prédateur qui attend que sa proie soit bien engagée avant de refermer ses mâchoires. Le restaurant qu'il avait choisi était le summum du luxe à Nantes. Un établissement 3 étoiles Michelin où le prix d'un seul plat dépassait mon salaire d'une semaine. L'ironie était délicieuse. Il allait payer le dîner le plus cher de sa vie, et il ne le savait pas encore. Je portais une robe noire simple mais élégante, une armure de soie pour la bataille à venir. Thibaut, lui, était resplendissant. Il portait un costume qu'il ne sortait que pour les grandes occasions, rayonnant d'une arrogance triomphale. Pour lui, ce soir n'était pas un simple dîner. C'était la consécration de son plan, la célébration de sa supériorité. Nous étions installés à une table isolée, près d'une immense baille vitrée donnant sur la ville illuminée. Il a commandé une bouteille de champagne hors de prix sans même regarder la carte. À notre avenir, mon amour, a-t-il dit en levant sa coupe. J'ai trinqué, le son cristallin du verre résonnant comme un glas. Le dîner a été un long monologue de sa part. Il parlait de notre investissement, de la nécessité d'agir vite, des rendements incroyables que nous allions obtenir. Il dessinait sur la nappe en papier des plans imaginaires, des chiffres sortis de son chapeau. Il était tellement absorbé par sa propre cupidité qu'il ne remarquait pas mon silence, mon appétit inexistant. Tu n'as pas à t'inquiéter pour les détails techniques, a-t-il dit en me tapotant la main avec condescendance. Laisse-moi gérer ça. Tu as toujours été douée pour prendre soin des autres, Léonie. Maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. C'était le moment. J'ai retiré doucement ma main de la sienne. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix, quand elle est sortie, était d'un calme olympien. Thibaut, ai-je commencé, le regardant droit dans les yeux. Tu te souviens du jour de notre mariage? Il a été surpris par ma question, mais il a souri, pensant que c'était une diversion romantique. Bien sûr, mon amour. Le plus beau jour de ma vie. Tu te souviens de ce que tu m'as murmuré à l'oreille, à la mairie? Il a froncé les sourcils, essayant de se rappeler. Je n'ai pas attendu sa réponse. Tu m'as dit, je ne te laisserai jamais souffrir. Son sourire est revenu, soulagé. Et je tiens toujours ma promesse. Non, ai-je dit, et mon ton a dû changer, car son sourire s'est figé. Ce soir, j'ai finalement décidé de suivre ton conseil. Je vais faire en sorte de ne plus jamais souffrir. Je vais prendre soin de moi-même. C'est à cet instant précis que la silhouette élégante de Maître Dubois s'est matérialisée à côté de notre table, comme un spectre sorti de nulle part. Bonsoir, a-t-il dit d'une voix neutre qui a fait sursauter Thibaut. Monsieur Thibaut? Je suis Maître Antoine Dubois. Je peux me joindre à vous? Sans attendre de réponse, il a tiré une chaise et s'est assis. Il a posé un épais dossier en cuir sur la nappe blanche immaculée.
Le visage de Thibault est passé de l'incompréhension à l'inquiétude. Qu'est-ce que... Léonie, c'est qui cet homme? Maître Dubois a ouvert le dossier. Nous sommes ici, monsieur, pour discuter de votre investissement immobilier à fort potentiel. Il a fait glisser une série de photos sur la table. Des photos de Thibault et Garance, souriant, entrant dans l'immeuble du centre-ville. Des photos d'eux deux, enlacés, à la terrasse d'un café. Le visage de Thibault est devenu cireux. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce sont des montages. Vraiment, a demandé l'avocat d'un ton glacial. Il a ensuite sorti une copie du contrat de location de l'appartement parisien, au nom de Garance Lefebvre, avec l'acompte payé depuis un compte dont les fonds provenaient directement du prêt de 20 000 €. Puis, il a sorti la demande de prêt elle-même. Reconnaissez-vous ce document, monsieur? Et plus important encore, ma cliente, ici présente, reconnaît-elle sa signature? Thibault était piégé. Il m'a regardé, ses yeux implorants, paniqués. Léonie, dis-lui, explique-lui. Expliquer quoi, Thibault, ai-je demandé, ma voix ne tremblant plus. Que tu as utilisé l'argent que nous n'avions pas pour ma mère afin de financer ta double vie? Que tu as imité ma signature pour commettre une fraude? Non, c'est un malentendu, a-t-il balbutié. Maître Dubois a alors sorti le document final de son dossier. Il n'y a aucun malentendu. Voici une demande de divorce pour faute exclusive, accompagnée d'une plainte au pénal pour fraude et usurpation d'identité. Il a posé le papier sur le dessus de la pile. C'est là que j'ai porté le coup de grâce. J'ai sorti de mon sac une photocopie du chèque de la loterie. Je l'ai posé délicatement sur la table, à côté de la plainte. Tu vois, Thibault, ai-je dit calmement, il n'y a jamais eu d'héritage de 50 000 €. Tu as planifié ta trahison pour une somme imaginaire. Mais tu as raté la vraie nouvelle. Son regard s'est posé sur le papier, sur le chiffre avec tous ses zéros. L'air a semblé quitter ses poumons. Il est devenu livide. 150 millions d'euros. C'est à moi. Et cette somme va me permettre de m'assurer que tu ne me feras plus jamais souffrir. Que tu n'auras plus rien. Jamais. Le silence qui a suivi a été total. Autour de nous, les autres convives continuaient de rire et de parler, ignorant le drame qui venait de se jouer. Pour Thibault, le rideau venait de tomber. Et il n'y aurait pas d'applaudissements. La chute a été brutale et sans élégance. Le visage de Thibault s'est décomposé, passant par toutes les étapes du deuil en l'espace de 30 secondes, le déni, la colère, la négociation, et enfin, une forme abjecte de dépression. 150. Il n'arrivait même pas à prononcer le mot. Ses yeux allaient du chèque à mon visage, comme s'il cherchait une faille, un signe que c'était une blague de mauvais goût. Mais il n'a trouvé dans mon regard qu'une détermination de fer. Sa première réaction a été la fureur. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il sifflé entre ses dents, se penchant par-dessus la table. Nous sommes mariés. C'est notre argent. C'est là que vous vous trompez, monsieur, est intervenu Maître Dubois, sa voix coupant court à toute protestation. En raison de la fraude avérée, qui a eu lieu avant le gain, et de la procédure de divorce pour faute exclusive que nous engageons, nous demanderons au juge des affaires familiales de considérer que la communauté a été rompue moralement bien avant que ce ticket ne soit acheté. Vos chances d'en toucher un seul centime sont, pour être charitable, nulles. La fureur a laissé place à la panique. Thibault a changé de tactique. Il a tendu la main vers moi, son visage se tordant en une caricature de remords. Léonie, mon amour, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. J'étais perdue, j'étais faible. Mais je t'aime. C'est toi que j'aime. On peut arranger ça. Oublions tout ça, oublions cet avocat. J'ai regardé sa main tendue, la même main qui avait signé des chèques pour sa maîtresse, la même main qui avait imité ma signature. J'ai reculé ma chaise. Il est trop tard pour ça, Thibault. Beaucoup trop tard. Nous nous sommes levés. Maître Dubois a rangé ses documents avec une lenteur calculée. Mon assistante vous contactera demain, monsieur. Je vous conseille vivement de trouver un bon avocat. Vous en aurez besoin. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, le téléphone de Thibault a sonné.
Il a décroché machinalement. J'ai entendu une bribe de la conversation. La voix de son père, Anselme. Visiblement, Thibault l'avait déjà mis au courant de elle, héritage. Le visage de mon mari s'est effondré encore un peu plus. Nous avons laissé Thibault seul à la table, au milieu des assiettes à moitié pleines et des verres de champagne éventés. Un roi déchu sur un trône de dettes et de mensonges. Dans la voiture qui me ramenait à mon hôtel, mon propre téléphone a sonné. C'était ma belle-mère, Bérénice. J'ai hésité, puis j'ai répondu, mettant le haut-parleur pour que Maître Dubois entende. Sa voix était stridente, accusatrice. Léonie. Comment oses-tu faire ça à mon fils? Après tout ce qu'il a fait pour toi. Le détruire pour une stupide histoire d'argent. Tu es une égoïste sans cœur. J'ai écouté son flot de reproches sans l'interrompre. Puis, avant de raccrocher, j'ai dit d'une voix calme, « Madame, votre fils m'a appris une leçon très précieuse, il faut toujours protéger ses biens et son avenir. » C'est exactement ce que je suis en train de faire. Bonsoir. J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué son numéro, celui de mon beau-père, et enfin, celui de Thibault. Le séisme était passé. Il ne restait plus qu'à déblayer les ruines et à reconstruire. Les mois qui ont suivi ont été un flou de procédures juridiques. Thibault a tenté de se battre, mais face à l'arsenal de preuves que nous avions, ce fut une déroute totale. Le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. La plainte pour fraude a abouti à une condamnation avec sursis et une lourde amende qu'il mettrait des années à rembourser. Garance, apprenant qu'il était non seulement infidèle mais aussi fauché, a disparu de la circulation. Il avait tout perdu. De mon côté, je n'ai ressenti aucune joie triomphale. Seulement un immense soulagement. Le soulagement d'un prisonnier qui voit enfin le ciel après des années d'obscurité. J'ai quitté Nantes. La ville était trop chargée de fantômes. Avec une fraction de mes gains, j'ai acheté une vieille ferme en ruine en Provence, entourée d'oliviers et de champs de lavande. Ma première action n'a pas été de construire une villa luxueuse ou d'acheter des voitures de sport. J'ai utilisé l'argent pour créer une fondation. Un refuge pour animaux âgés et abandonnés, ceux que personne ne veut, les laisser pour compte. Un centre de soins palliatifs où ils pourraient finir leurs jours dans la dignité et l'amour. J'ai baptisé cet endroit, le Jardin d'Hélène, en mémoire de ma mère. 6 mois plus tard, le refuge était opérationnel. Maëlle, fatiguée de la vie citadine, m'avait rejointe pour diriger la partie vétérinaire. La dernière scène de cette histoire ne se déroule pas dans un restaurant étoilé ou un cabinet d'avocats. Elle se déroule ici, dans le jardin. Le soleil de Provence réchauffe ma peau. Un vieux golden retriever à 3 pattes d'or à mes pieds. Maëlle vient de s'asseoir à côté de moi avec 2 tasses de thé fumant. Nous regardons les chiens et les chats jouer dans l'herbe, en paix. Thibault m'avait promis une forteresse pour me protéger, mais il voulait en faire ma prison. Aujourd'hui, j'ai bâti mon propre sanctuaire. Pas seulement pour moi, mais pour des créatures qui, comme moi, avaient été trahies et avaient besoin d'un endroit sûr. Ils voulaient voler mon argent, mais la chose la plus précieuse que j'ai finalement gagnée, c'est celle qu'aucun argent ne peut acheter, ma liberté. Ma paix. Parfois, Thibault m'envoie encore des messages via des numéros inconnus, disant que j'ai été trop dur, que le mariage, c'est le partage. Je me demande parfois. Ai-je eu tort de me protéger avec une telle férocité? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si cette histoire vous a touché.